En termes de profil, j'ai une double formation universitaire, langues étrangères appliquées à l'époque, avec des doubles diplômes avec une université à Londres et puis derrière aussi en Allemagne. Et puis après ça, une formation à l'ESSEC et dernièrement un diplôme de planification et d'urbanisme des mobilités à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui sont très très bons dans la mobilité, qui travaillent depuis très longtemps aussi sur les véhicules autonomes. Et donc actuellement, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Averix, où on travaille sur tout ce qui est la problématique d'avant-garde des systèmes émergents, dont les véhicules autonomes. On a travaillé très tôt sur les véhicules autonomes, dès 2012, en travaillant notamment avec Gabriel sur le projet City Mobile 2, projet européen. Et en fait, je vais commencer par vous poser quelques questions sur ce premier slide. Qu'est-ce que vous voyez ici? Très rapidement, hein, j'ai seulement 7 minutes. C'est ce que voit le meilleur véhicule autonome disponible dans l'univers. Quel est le meilleur véhicule autonome disponible dans l'univers? On est d'accord. La chance que ce véhicule a, c'est qu'il n'a pas d'interaction avec l'être humain. C'est qu'il n'y a pas d'arbres, c'est qu'il n'y a pas d'insectes, c'est qu'il n'y a pas de feuilles, c'est qu'il n'y a pas d'être humain qui demande à être déplacé avec une offre de mobilité qui est de plus en plus diverse. On a parlé des juicers. On n'a pas vu arriver en France les trottinettes électriques. Par contre, pour vous qui avez des enfants qui sont en bas âge, vous avez vu arriver la trottinette pour aller à l'école qui est attachée aux grilles de l'école. Et donc on a plein de planificateurs, de directeurs mobilité en France qui n'ont pas vu arriver les nouvelles technologies. Donc nous, notre mission, c'est d'une part de prévenir, d'aider à réfléchir dans une démarche de prospection, de prospectivisme, pour se dire... Ce système-là, on l'a développé sur Terre, on l'a envoyé sur Mars, et on est en train d'appliquer des technologies qui sont comparables pour éviter d'avoir ce que j'appelle la tectonique des plaques de la mobilité innovante. Gabriel en a parlé. Problématique numéro 1, OEM, en anglais, c'est en gros le constructeur, le systémier, qui va être un constructeur de bus, constructeur de voitures, mais même potentiellement un constructeur de trottinette, qui va être une trottinette électrique. Au milieu, ici, vous avez le PTO, c'est l'exploitant de transport en commun, c'est la RATP, c'est Keolis, c'est la Deutsche Bahn. On a de grands groupes français qui sont dans la tectonique, qui sont pris un petit peu dans ce squeeze effect. Et on a les nouveaux entrants. On n'a pas vu arriver Uber en France. On a eu des réactions catastrophiques, on a eu des grèves, on a eu des véhicules qui ont été brûlés. Et on a des exemples aussi maintenant, du coup, de ce 3 types d'acteurs qui travaillent pour prendre la valeur ajoutée du marché pour aller dans l'écosystème et vers le edge qui est beaucoup plus rentable. Le plus rentable, c'est un petit peu ce que fait aussi Airbnb, c'est d'aller chercher de l'intermédiation parce que précédemment, le constructeur automobile, lui, a été désintermédié par les financières. Vous payez votre voiture à la banque, vous ne payez plus directement au concessionnaire. L'exploitant de transport en commun, lui, en France, il n'a pas d'informations sur l'usager, qu'il appelle encore l'usager, alors qu'en fait c'est un client. On lui vend un billet, mais on n'a pas le droit d'avoir d'infos sur lui. Alors que les nouveaux entrants, ils ont des plateformes digitalisées où ils savent tout de nous. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, et même ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Vous rentrez chez vous le soir, vous vous apercevez que Amazon, Google va vous faire une proposition commerciale de ce qui se passe. Et donc, on a des effets qui sont catastrophiques en termes de perte de valeur ajoutée pour nos exploitants, pour nos constructeurs, pour nos systémiers. Et donc, il est urgent de commencer à développer de nouvelles compétences, d'une part pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'automatisation d'un système de transport qui est non guidé comme le métro. C'est formidable de l'avoir parce que c'est du mass transit. Mais en revanche, vous l'avez peut-être vu, Uber travaille déjà sur des trottinettes électriques qui vont être robotisées. Ils recrutent. Ils recrutent. Les nouveaux entrants, on en a quelques-uns. Merci à Blablacar de nous accueillir. Ils se sont lancés dans une offre de bus. C'est très important de les avoir. Et bien entendu, il y a une réflexion à avoir aussi pour eux autour de l'automatisation pour éviter ce qu'on voit ici. Ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne cite pas l'exploitant, je ne cite pas le systémier. Ils ont eu la bonne idée de se dire on va planifier, on va aider un territoire pour que les enfants puissent aller à l'école en véhicule navette autonome. En revanche, ils ont mal planifié, ils n'ont pas travaillé à l'urbanisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas dit qu'un enfant à bord d'un véhicule autonome, il ne sait pas comment appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence, alors qu'il n'y avait pas d'opérateur à bord.
Et donc du coup, les Américains, ils sont assez sévères. C'était en Floride, interdiction totale. Parce que pas planifié, parce que pas d'analyse de risque, parce que pas d'urbanisme. Et donc du coup, la partie avant-garde à prendre en compte dans les futures formations, c'est de se dire l'offre de transport, elle va être diverse et variée. Elle va être, à un moment donné, d'avoir des véhicules dans lesquels on pourra prendre un café sans nécessairement avoir à conduire. On peut déjà prendre un café et manger dans le métro. C'est interdit à Singapour. Vous avez des Italiens qui sont assez géniaux, qui nous disent on va avoir des navettes autonomes dans lesquelles on pourra dormir. Et donc, du coup, les hôtels vont changer. Ce sera des parkings à navettes autonomes qui seront des chambres. La problématique de la planification, quand ces gens-là réfléchissent, ils se disent combien de temps on peut passer dans une navette autonome en fonction d'une distance à couvrir pour pouvoir faire autre chose, dormir ou travailler. Ça veut dire qu'ils ont aussi une réflexion de plateformisation de l'offre de transport qui doit être planifiée parce que, en disant entre 6 à 12 heures, je peux aller à tel endroit aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de challenger les opérateurs d'aéroports qui eux-mêmes vont être challengés par des aéronauticiens qui sont en train de préparer des drones de transport de personnes. Et donc, du coup, nous, ce que l'on passe aussi comme messages qui sont importants, c'est essayer d'éviter la démarche qu'on a eue au début du 19e siècle, qui a été la démarche du ludisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le ludisme. Le ludisme, en fait, ça a été de dire on s'oppose complètement à l'automatisme et à l'industrialisation. Il y a plein d'artisans en Grande-Bretagne qui ont combattu. Et donc, ce qu'on a trouvé sympa comme visuel ici, c'est le fait d'avoir RoboRace. Ce sont les véhicules autonomes du futur. En gros, c'est la Formule 1 électrique du futur. On n'aura plus de pilotes de véhicules de Formule 1. On aura des véhicules robots. Et ça, c'est exposé aussi à Rio pour se dire, on a une réflexion qui est d'une part d'esthétisme, on a une réflexion de réassurance de certains acteurs pour éviter le ludisme. Et une anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'on a accompagné EasyMile, que vous connaissez peut-être, un systémier navette autonome dès ses démarrages. Et en fait, on s'était dit, on présente le véhicule au Salon de Paris en 2014. J'ai eu la visite d'une machiniste bus de la RATP qui est venue me dire, monsieur, c'est vous qui allez détruire mon emploi. C'était le premier réflexe. Et en fait, en discutant avec elle, en passant un petit peu de temps, elle me dit non, en fait, c'est pas si mal que ça, parce que du coup, je pourrais me retrouver derrière un écran à regarder comment mon bus fonctionne à distance sans me faire cracher dessus. Et donc, il y a un point qui est très important aussi en termes de compétences autour de la mobilité autonome, c'est d'accompagner le changement. Et donc, le point, c'est penser toujours, avant d'arriver à un constat, à de la prospection pour pouvoir mieux planifier, ça veut dire comprendre les besoins de transport, et ça veut dire aussi commencer à intégrer l'urbanisme, et donc la démarche sociale, pour s'assurer qu'on n'a pas ce qu'on a eu en France, mais on est champion pour ça en France, on a encore parlé de mouvements sociaux, et si on ne veut pas, nous, se retrouver ubérisés par nos voisins allemands, anglais, et puis les plateformes, planifier, urbaniser. Merci, je suis à votre disposition.